franc-parler, Honoré Naoum. Mesdames et messieurs, bonjour à vous. Vous êtes sur la 94.3. Si vous venez de nous rejoindre, bienvenue à vous sur la Dominicale de Vérité. Franc-parler de Radio Cotonou. Il y a de cela 4 ans, il a été porté à la tête de la municipalité de Porto Novo avec une ambition certaine. La ville capitale doit changer de visibilité pour être un meilleur pôle d'attractivité pour les touristes venant du monde entier. À 2 ans de la fin de sa mandature, que peut-on retenir de sa gouvernance locale et son impact sur sa ville et bien entendu et sur les populations? On fera aussi un zoom sur les projets du gouvernement pour la ville Porto Novo. Pour cet exercice, il n'y a que l'élu local lui-même pour mieux se vendre à sa communauté. Il annonce Charlemagne Yankoti, il est membre et trésorier général de l'Association nationale des communes du Bénin. Il nous dira aussi ce que sa ville a pu capitaliser en 4 ans avec cette institution au volet assistance aux communes. Monsieur le maire, Charlemagne Yankoti, bonjour. Bonjour, cher ami Honoré. Merci d'avoir accepté notre invitation. Tout le plaisir est à moi pour l'honneur que vous me faites. D'accord. À la mise en onde de cette émission, Ghislain Agbangba à la prise de vue, Job Chikpe et à la présentation, Benjamin Honoré Naoum. Le standard sera ouvert à 11h15 pour vous permettre, chers auditeurs, de poser vos questions au numéro 40 11 17 18 ou le 50 52 52 73. Nous acceptons aussi des questions via WhatsApp au numéro 50 52 52 73. Des questions courtes, je vous en prie. Nous revenons à vous, monsieur le maire. Charlemagne Yankoti, à nouveau bonjour. Bonjour. Qu'est-ce que l'expert financier, l'expert en audit, finance et contrôle de gestion cherche en politique? Mais vous savez, la politique, c'est pour des hommes. Oui. Mais peu importe votre profession, peu importe votre profil. Oui. Et bon, donc c'est normal que je me retrouve en politique. D'accord. Moi, personnellement, je vous ai vu au devant de la scène politique après votre élection et aussi votre désignation pour présider donc la municipalité de Porto Novo. J'ai bien envie de savoir, est-ce que vous étiez un militant chaud ou bien c'est les circonstances de la vie qui vous ont amené donc à diriger aujourd'hui la mairie de Porto Novo? Non, mais pas du tout. Et j'ai commencé mes armes politiques au niveau de MAP, devenu par la suite Force Clé. Après, l'Union fait la nation. D'ailleurs, j'étais le seul élu de l'Union fait la nation au sein du conseil municipal de 2015 à 2020. C'est ça. Et après, bon, avec l'Union progressiste, le renouveau, oui. je suis maintenant maire de la ville. Et le projecteur a été maintenant axé sur vous pour diriger la mairie de Porto Novo. Ça se passe bien? C'est tout un parcours, ça se passe bien. On rend grâce à Dieu. D'accord. On va donc rentrer au cœur de cette émission. Je vais démarrer avec vous. Je l'avais dit tantôt, vous avez donc une ambition claire. Vous voulez rendre votre ville plus belle, plus attrayante pour les touristes du monde entier. Alors dites-nous, depuis que vous êtes venu, qu'est-ce que vous avez pu faire pour ça? Bien avant, je voudrais saisir cette occasion pour remercier le maire, mon collègue cher Luc Atrokbo, maire de la ville de Cotonou, ainsi que tous mes collègues membres du conseil municipal de Cotonou pour cette belle initiative. Celle de doter la ville de Cotonou d'une radio afin de rester en contact permanent avec la population. Nous en avons besoin. Et je saisis également cette opportunité pour saluer tout le personnel engagé que j'ai retrouvé et aussi expérimenté. Merci. Voilà ce que je voudrais dire. 4 ans, oui. C'est beaucoup. Mais aussi, c'est peu aussi. C'est peu. D'accord. Mais en 4 ans, la question, comme vous me la posez, qu'est-ce qu'on a pu faire? Vous savez, les communes ont des domaines de compétences. Tout ce que nous faisons au niveau des communes, c'est encadré par la loi. Et dans nos domaines de compétences, vous avez bien mis l'accent sur le domaine de la culture, mais il n'y a pas que ça. Il y a l'éducation. Nous intervenons, il y a la santé, nous intervenons, il y a l'éducation, il y a l'assainissement et l'environnement, ainsi de suite. Et si je dois me résumer en commençant par la culture, je peux vous dire, vous n'êtes pas sans savoir que Porto Novo dispose d'énormes potentialités dans le domaine culturel. D'accord.
touristique. Et c'est d'ailleurs l'un des pôles d'attraction de notre pays, parce que quand vous prenez Ouidah, vous prenez Porto Novo, vous prenez Abomey, aussi certaines villes du Nord, ces villes-là constituent les pôles d'attractivité et le gouvernement investit énormément et c'est le lieu de remercier le chef de l'État pour avoir compris que le Festival international de Porto Novo méritait d'être institutionnalisé. Vous savez, Porto Novo, nous avons vite compris que nous disposons suffisamment d'atouts et ce qui a motivé la mandature passée à initier ce projet de Festival international de Porto Novo, un projet que nous avions porté en son temps et que nous continuons de porter. Aujourd'hui, ce projet de Festival international de Porto Novo nous a davantage révélé et ce qui a motivé le gouvernement à l'institutionnaliser. Donc, dans les jours à venir, disons le 2, 3 et 4 août prochain, nous aurons le nouveau format du Festival de Porto Novo. Je me réserve d'aller dans les détails, mais je peux déjà vous dire que avec ce festival, la commune même investit plus d'une centaine de millions chaque année. Et parce qu'il faut investir pour espérer des retours sur investissement. Et au niveau de la culture également, nous avons initié de nouveaux projets. Et il faut reconnaître que Porto Novo dispose des places et placettes que nous appelons communément les Vaudou-Honto, parce que Porto Novo, c'est une ville qui détient une âme. Il y a une âme. C'est comme Abomey, c'est comme Ouidah. Et donc, les places et placettes sont abandonnées. Et il y a un projet de rénovation de ces places et placettes. Et grâce à nos partenaires de 2020 à 2023, nous avons rénové 6 places pour 540 millions de francs CFA, dont 425 millions sur le projet PNVV. J'aurai le temps de revenir là-dessus. Et le reste, grâce à l'appui de nos partenaires de Lyon et de Cergy-Pontoise. Actuellement, nous venons de décrocher également un financement de 518 millions pour également rénover 5 nouvelles places et aussi élaborer le schéma directeur touristique de la ville. Et ce financement a été obtenu auprès du ministère des Affaires étrangères de la France et notre partenaire de l'agglomération de Cergy-Pontoise. Mais ce n'est pas fini. Grâce à, disons, au tandem que nous avons formé avec Wadada, nous venons également de décrocher un projet de professionnalisation et de mise en réseau des associations de gestion de ces places de Vaudou. C'est un projet de 350 millions environ, financé par l'Union européenne et qui vise à former 60 jeunes au métier de guidage dans le domaine du tourisme, équiper ces différentes places en nouvelles technologies et aussi des billetteries, et aussi, disons, susciter l'animation de ces places, parce que quand on parle des places Vaudou-Honto, il faut reconnaître qu'il y avait des rituels, des concours qu'on a l'habitude de faire. Aujourd'hui, c'est vrai, il y a l'évangélisation. Vous êtes fils d'un grand dignitaire aussi. Bon, je l'assume, je suis très fier. C'est vrai. Donc, il faut reconnaître que nous ne devrions pas abandonner nos traditions parce qu'il y a des valeurs dedans. Donc, notre objectif, c'est de faire vivre véritablement dans cette réalité à nos populations et aussi aux touristes qui viennent. C'est dire que dans le domaine de la culture, nous avons initié pas mal de projets. Actuellement, nous avons un bâtiment qu'on a dédié et qui va aider également dans le cadre du Musée international de la culture. Vous voyez, tout ce que nous sommes en train, Musée international du Vaudou, j'allais dire, tout ce que nous sommes en train de faire est appuyé par les actions du gouvernement. Aujourd'hui, vous avez à Porto Novo le Musée international du Vaudou. Imaginez un pareil musée avec cet écosystème de places et placettes rénovées, associé à tout ce que nous envisageons comme projet d'animation de ces places et placettes. Cela va davantage renforcer, disons, cet atout que nous avons et surtout cette potentialité qui sera révélée davantage. Vous avez les musées romains, les musées ethnographiques à Dandé,
qui sont en pleine rénovation. Ça, c'est des choses sur lesquelles nous allons revenir dans les jours à venir, dans les heures à venir. Et il faut aussi noter qu'actuellement, il y a pas mal de choses que nous sommes en train de faire dans le domaine de la culture. Mais il n'y a pas que la culture. Il y a l'éducation. Comme je l'ai dit tantôt, dans le domaine de l'éducation, il faut reconnaître que nous avons... Avec les écoles qui n'ont pas de clôture ou bien les murs effondrés que vous avez abandonnés, que vous avez laissés, c'est ça? Oui, il faut reconnaître que et nous avons hérité... En tout cas, la situation était un peu critique quand nous sommes arrivés. Et à la date d'aujourd'hui, nous avons réflexionné, je vais dire, 55 modules de salles de classe, de 3 classes, avec bureau, magasin, mais pour un coût d'environ 490 millions, dont 105 millions sur les fonds propres. Nous avons en perspective cette année de rénover également certaines classes pour environ 85 millions. Mais dans le même temps, nous en avons construit. Nous avons construit des modules de 3 ou 4 classes, bureau plus magasin. Et en nombre, c'est 18 pour un coût de 503 millions, dont 88 millions sur fonds propres et 20 millions avec l'appui de l'ambassade de Chine. Et dans le domaine de l'éducation, au niveau de Porto-Novo, nous avons quand même fait quelque chose d'inédit. Et quand nous prenons le programme cantine scolaire du gouvernement, à la date d'aujourd'hui, Porto-Novo est la seule ville qui a pris en charge entièrement tout ce que cela nécessite comme frais, comme charge pour les enfants, pour les écoles. Et donc, nous avons investi déjà plus de 32 millions pour permettre à nos enfants d'aller à l'école et d'être sûrs de manger sans se soucier de, avec quels moyens il faut le faire. Et cela soulage les parents. Et ça, c'est quand même un effort que nous-mêmes, nous apprécions à sa juste valeur. À la date d'aujourd'hui également, toutes les écoles, que ce soit écoles primaires et CEG, collèges, nous avons pris en charge les TD pour leur permettre vraiment de réviser et d'être renforcés avant les différents examens, parce que notre ambition, c'est d'avoir aussi les meilleurs. Et il faut aussi reconnaître qu'au-delà de tout ceci, nous avons, grâce à l'appui de certains de nos partenaires, nous avons pu doter les écoles de la ville de Porto-Novo de plus de 33 000 livres. Et ça, cela résulte de la dynamique que nous avons mise en place au niveau de la coopération décentralisée toujours. Nous avons doté également les écoles, aussi bien maternelles, primaires que secondaires, de chaises, tables et bancs. Et c'est des centaines pour plus de 140 millions. Et donc, c'est vous dire que on n'a pas baissé les bras, sans oublier, comme vous venez de le dire tantôt, les écoles qui n'ont plus de clôture. Et nous avons pu négocier. C'est le lieu de remercier très sincèrement les différentes entreprises qui interviennent au niveau de la ville de Porto-Novo, notamment OFMAS, avec qui nous avons pu nous entendre pour que les écoles qui sont aux abords des grandes voies asphaltées puissent être clôturées s'il n'y a pas de clôture, ou voir leur clôture renforcée. Donc vous donnez la priorité aux écoles qui sont au bord des voies? Non, mais parce qu'il y a un risque d'accident. Vous faites l'image et à l'intérieur, c'est la pourriture, c'est ça? Non, pas du tout. Pas du tout, parce qu'il faut reconnaître que nos enfants ont besoin de sécurité. L'école est au bord d'une grande voie. Lorsqu'on on ne fait pas la clôture, lorsqu'on ne sécurise pas le mouvement des élèves, c'est fort possible que par mégarde, un enfant se retrouve sur la voie. Vous savez ce que cela peut causer. Mais nous avons estimé que, en nous appuyant sur le RSE au niveau des entreprises, nous pouvons négocier. C'est bon, c'est notre dynamisme qui a payé, mais ça ne voudrait pas dire que les autres écoles qui ne se trouvent pas aux abords des voies, nous n'envisageons pas leur faire des clôtures. Aujourd'hui, je reconnais que ce n'est pas notre priorité parce que les bâtiments devant abriter même les enfants sont délabrés. Donc, priorité doit être d'abord donnée aux bâtiments et par la suite, nous envisageons faire les clôtures. Ça, c'est dans le domaine de l'éducation. Dans le domaine de la santé, vous n'êtes pas sans savoir que c'est vrai, nous n'avons pas trop de marge de manœuvre du côté de la santé, mais pour ce qui concerne les centres de santé des arrondissements, puisque c'est des centres qui sont les plus fréquentés par nos populations. D'ailleurs, c'est lorsque les cas sont critiques qu'on va au CH et au centre à l'hôpital de zone. Voilà, hospitalier universitaire
de Lomé du Plateau, le CHDO, à ce niveau, on sait que le cas est déjà critique. Mais au niveau des centres de santé des arrondissements... Avec des difficultés d'assainissement. J'espère que vous travaillez sur ces choses-là. Non, on est en train de travailler. On va en arriver. Mais je peux déjà vous dire que pour tous les centres de santé de la ville, en termes d'infrastructure, nous avons travaillé, on a fait une collecte des besoins. Mais à la date d'aujourd'hui, on a déjà investi un peu moins de 300 millions en infrastructure, à savoir clôture, construction de bâtiments, réfection de bâtiments. Mais en équipement, nous avons doté les centres de santé pour près de 200 millions d'équipements, à savoir lits, matelas et tous les autres accessoires qu'il faut. Mais sans oublier le fait que nous avons pu négocier et obtenir de l'hôpital américain de Paris des équipements que le ministère, la direction départementale de la santé ont apprécié, validé. Et nous avons mis ces équipements à la disposition du CHDO toujours. Et ceci, il faut reconnaître qu'il y a également d'autres équipements que des partenaires nous ont donnés, à savoir Roscoe et puis d'autres Arbecos, voilà, que nous avons également mis à la disposition du CHDO. Maintenant, il y a quelque chose d'exceptionnel que nous faisons. Vous savez, le CHDO, il faut y aller pour comprendre que lorsqu'il y a des cas d'urgence, d'accident, on voit la souffrance des malades. C'est vrai, c'est un centre hospitalier départemental, mais du fait que Porto-Novo porte toutes les communes satellites, nous sommes permis de budgétiser et de mettre à la disposition du CHDO une trousse d'urgence. Ça veut dire que c'est un fonds que chaque année nous mettons à la disposition du CHDO pour acheter les premiers, c'est-à-dire les médicaments, tout ce qu'il faut pour donner les premiers soins en cas d'urgence. Pour au moins sauver des vies d'abord. Pour sauver des vies en attendant que le gouvernement ne fasse le reste. Donc ça, du côté de la santé, voilà ce que nous en faisons, nous avons fait. Et pour le reste, ce que nous envisageons, c'est de continuer à renforcer tout ce que nous avons commencé. D'accord. Toujours en tenant compte des domaines de compétences des communes, nous avons le domaine de l'assainissement et aussi de l'environnement. Et à ce niveau, je peux vous dire que Porto-Novo a piloté et de façon exceptionnelle un projet que nous appelons communément le projet Porto-Novo Ville Verte, qui est un projet de résilience au changement climatique, un projet qui a été initié en 2012-2015, mais qui a connu quelques difficultés pendant la mandature passée, mais fort heureusement, au cours de notre mandature, nous avons pu achever ce projet à la grande satisfaction des partenaires. Ce projet est financé par l'AFD, conjointement par l'AFD, le FIFEM, qui est le Fonds français de l'environnement mondial, et les partenaires de Cergy-Pontoise et de Lyon. Et c'est un projet d'un montant de 6,232 milliards et qui nous a permis à faire plusieurs réalisations, à savoir des études de vulnérabilité du territoire. Je peux vous dire qu'au Bénin, Porto-Novo est la seule ville ayant fait cette étude. Et c'est une étude qui nous permet aujourd'hui de savoir les zones inondables, les zones à risque. On a suffisamment d'informations. C'est également ce projet qui nous a permis d'avoir, d'élaborer notre PDUD, le plan de développement urbain durable de Porto-Novo. Et comme je le disais tantôt, c'est aussi la ville qui, pour le moment, détient ce document. Mais au-delà de ceci, ce projet nous a permis également de faire certaines réalisations d'infrastructures d'assainissement, à savoir la construction des collecteurs, construction pavage de voies, et tout ceci pour un montant de plus de 1,3 milliard. Et donc aujourd'hui, nous avons plus de environ 3 km de voies assainies, pavées, plantées, éclairées. C'est-à-dire nous-mêmes, avec ce projet, nous avons mis des lampadaires solaires. Nous avons des projets du gouvernement ou bien des des projets portés par la ville. C'est la ville qui a porté, qui l'a conduit jusqu'au bout. Je peux vous dire que ce projet est une expérience unique de l'AFD parce que c'est le premier projet de financement direct des collectivités territoriales et mis en œuvre par l'AFD. Et nous l'avons réalisé, nous l'avons achevé avec succès, mais ça n'a pas été facile.
Nous avons connu pas mal de difficultés. Le défi est encore énorme. Hein. Le défi est Parce énorme. qu'il faut... Ou bien vous préférez circuler sur les pas voies du tout. bitumées seulement. Parce que c'est... quand on rentre dans les ruelles de Porto Novo... Non, mais ça a changé, ça a beaucoup changé. Ça a beaucoup changé. Il semble qu'il y a longtemps que M. Naoum Non, pas du tout. Il y a seulement 2 semaines, j'ai pris par là. Oui, mais écoutez, oui. Quand vous connaissez Porto Novo, il y a seulement 5 ans. Oui. Et vous voyez Porto Novo à la date d'aujourd'hui, oui. c'est incomparable. C'est deux choses. Il y a une très grande différence. Toutefois, je vous soutiens dans votre logique parce que nous avons toujours besoin de l'accompagnement du gouvernement, en plus de ce que nous-mêmes nous faisons. Donc rassurez-vous. Oui. Je vous disais tantôt, sur ce même projet Porto Novo Ville Verte, nous avons construit le long de la berge parce que c'est un projet qui vise à préserver la berge de Porto Novo et le laisser dans son état naturel. On veut conserver l'écosystème. Donc nous avons, grâce à ce projet, construit une promenade longue de plus de 3 km le long de la berge. C'est-à-dire, cela vous permet vraiment de contempler la nature, d'apprécier. Avec quel dispositif de sécurité? Non, mais toutes les mesures sécuritaires sont prises à ce niveau. Oui. Je peux vous affirmer que il y a seulement quelques semaines, le directeur général de l'AFD lui-même, avec une délégation de l'Union européenne, se sont déplacés pour venir visiter et ce qu'ils ont fortement apprécié. Le ministre du cadre de vie est arrivé. C'est un projet novateur. C'est un projet qui nous permet de préserver d'abord notre environnement, préserver la berge, c'est pas comme à Cotonou. Bon, je ne jette pas de pierre à mon collègue. C'est normal que je vante ma ville. Oui, mais normal. La berge de Porto Novo est l'une des berges encore en état qu'il faille préserver. D'accord. Donc aujourd'hui, lorsque vous venez, vous allez vous rendre compte que c'est une merveille. Et ce projet, cette réalisation de la promenade a coûté près de 2 milliards. D'investissement. Ça, c'est des projets portés par la ville. Et vous savez, une chose est de concevoir un projet, mais c'est la réalisation du projet. Et vous êtes sûr que les Porto-Noviens se promènent là-bas? Oui, tout à fait. Pour changer de l'air dans leur poumon? Il faut y arriver pour comprendre toute la transformation, la métamorphose qu'on a apportée au niveau du premier arrondissement. Aujourd'hui, c'est le joyau le plus admiré, en plus des places et placettes, des obélisques que nous sommes en train de rénover. Je profite pour dire encore merci au chef de l'État qui nous a reçus il y a quelques jours et avec qui nous avons plaidé, on a fait un plaidoyer par rapport à l'obélisque Kpakliao, qui est l'ancêtre des Zambétor et qui représente le siège mondial du Zambétor, mais qui nécessite une rénovation. Et le chef de l'État est très favorable à notre idée. Nous tenons vraiment à le remercier à travers votre antenne. Donc, ça vous dit, à ce niveau, au niveau de l'assainissement, il y a pas mal de choses que nous sommes en train de faire, mais associé à cela, ce projet nous permettra de mettre en terre plus de 10 000 plants le long de la berge. C'est pas pour rien, on parle de projet Porto Novo Ville Verte, c'est vous dire que nous rêvons de voir Porto Novo véritablement comme une ville verte et nous portons également en perspective, et nous avons en perspective un projet de végétalisation, de renforcement toujours du couvert végétal à l'intérieur, au lieu que ce soit exclusivement la berge, à l'intérieur aussi de la ville. J'avoue, si vous venez à Porto Novo, vous allez constater, nous avons un joyau, nous avons un poumon vert au cœur de la ville, c'est le jardin des plantes et de la nature. C'est le lieu de remercier l'ambassade de France qui nous accompagne dans sa rénovation. Aujourd'hui, vous venez à Porto Novo, vous allez constater que ça a beaucoup changé. D'accord. On va poursuivre, et j'aimerais très très rapidement que vous puissiez vous noter vous-même. Si vous deviez vous noter sur 10, vous avez combien selon vous? Non, je ne me note pas, mais je voudrais noter le conseil municipal de Porto Novo. D'accord, allez-y. Et c'est le lieu de leur dire qu'ils ont fait du bon boulot. Et je n'ai pas de note à donner. Ne tournez pas autour du pot. Non. C'est franc-parler. Je donne une appréciation. C'est 5 sur 10 ou c'est 7 ou bien c'est 8? Non, mais c'est très bien. C'est très bien. C'est très bien. Très bien. Les auditeurs sont à l'écoute et vont intervenir tout à l'heure. Alors, je rebondis en même temps pour vous demander,
Quelle est l'ambiance réelle au sein du conseil municipal de Porto-Novo? Non, mais ça se passe très bien au niveau du conseil municipal de Porto-Novo. Je voudrais vraiment encore saisir cette occasion pour remercier les collègues et pour le soutien permanent, pour, disons, l'engagement toujours affiché et le souci vraiment de travailler pour le développement de notre ville. Vous n'allez pas imaginer que nous sommes deux formations politiques à travailler ensemble au niveau de ce conseil. De la même famille politique. Deux partis politiques différents. Vous ne voulez pas utiliser les mêmes expressions que moi? Non, mais moi je suis de l'Union progressiste, le Renouveau. Oui. Et mes collègues sont du BR. Donc c'est deux partis différents. Totalement. Totalement différents. D'accord. Même si nous soutenons l'action du gouvernement. Parce que pour nous, c'est la même famille politique. Nous sommes de la mouvance présidentielle. Voilà. Nous sommes de la mouvance présidentielle, mais chacun a son identité. Et vous parlez comme si tout se déroule bien? Tout se déroule bien. Vous êtes sûr? Très sûr. Vous n'êtes pas contesté? Pas du tout. Pas qui que ce soit? Pas du tout. Sur un projet, par exemple, où vous avez l'ambition d'aller jusqu'en Bulgarie, on ne sait même pas ce que vous allez chercher là-bas? Ah, mais écoutez, avec une protestation. Non, écoutez, je comprends là où vous venez. D'un élément. Je vois déjà là où vous venez. Mais je pense qu'il y a un cadre dans lequel on fera ce débat. Ici, c'est franc-parler. Je vous en prie, si on vous pose des questions, vous avez l'obligation de répondre. Est-ce que vous êtes sûr que ça va? Parce que on vous conteste sur le projet d'aller donc en accord avec la Bulgarie. Non, mais pas du tout. Et je voudrais vous dire effectivement qu'il y a un de nos collègues qui... Pourquoi vous tournez autour de ça? Je ne tourne pas, je vous l'explique. Oui. Et qui n'a pas donné, qui n'est pas d'accord avec un projet de voyage, mais qui s'est permis de ventiler cela. Je voudrais vous dire ceci. Et d'abord, si il y a cette convention, cet accord que nous voulons mettre en place avec la Bulgarie, la démarche même est venue de l'ambassadeur de la Bulgarie qui siège au Nigeria. Au regard de notre potentialité touristique, culturelle et de tout ce que nous faisons, et c'est le lieu de remercier un compatriote qui a procédé vraiment, qui a procédé à ce contact, qui a facilité le contact, parce que l'ambassadeur étant son ami personnel, et il a souhaité vraiment mettre une relation une coopération en place entre une ville, la deuxième ville de Bulgarie, Svogué, et la ville de Porto-Novo. Mais lorsque vous donnez votre accord de principe et que ce monsieur, cet ambassadeur, fait tout le processus, il a tout fait, les prises de contact au niveau de la Bulgarie, de sa ville, et au niveau de Porto-Novo, jusqu'à l'élaboration de la convention, et que maintenant, nos collègues de la Bulgarie nous invitent et disent, nous prenons tout en charge, venez pour que nous mettions en place. Parce qu'aujourd'hui, vous n'êtes pas sans savoir que les pays de l'Europe de l'Est aussi font du gros boulot, ils travaillent, mais ce n'est pas visible, ce n'est pas parce que nous sommes colonisés par la France, on voit tout du côté de la France. Mais lorsqu'on vous dit, on a des opportunités dans tel domaine, on n'a rien à perdre en acceptant d'y aller. Mais quand un collègue se dit, non, je ne veux pas que vous y alliez parce qu'il n'y a rien là-bas, sur quelle base? On ne refuse pas l'appel. C'est ce qui est après l'appel, c'est ça, les gens disent chez nous. Mais est-ce que lui sait tout ce qu'un partenariat du genre peut donner demain? Aujourd'hui, nous parlons de... Vous êtes convaincu que c'est une bonne cause? Mais écoutez, Monsieur Naoum, nous étions... J'étais pas au conseil quand cette communication est passée, je peux vous le dire. On était au conseil national de l'ANCB, disons, à Natitengou. Si moi j'étais là, ça ne se passerait pas comme ça. Et ils le savent. C'est tellement qu'il a bon, je ne sais pas comment le dire, mais il a ses raisons. Mais ce que je voudrais dire à ce niveau, je qualifie cela de puéril, ce comportement, parce que mon collègue, on aura le temps d'en parler. Vous allez laver ça en famille? Je pense que nous allons en parler en famille. Parce qu'aujourd'hui, même à Natitengou, quand on y était, il y a des communes qui cherchent des partenaires qui n'en trouvent pas. Mais nous, on est arrivés. On a vu 2 partenariats actifs. Il y a Cergy-Pontoise, il y a Lyon. Mais nous avons travaillé pour mettre en place d'autres coopérations. Mais lui et moi, on était au Sénégal. On était au Sénégal à Touba.
pour mettre en place la coopération entre la ville de Porto-Novo et la ville de Touba. Coopération sud-sud. Sud-sud, parce que nous voulons booster le tourisme religieux. Et c'est fait que disons comment on l'appelle, le guide spirituel des Mourides, qu'on appelle le Cheikh Ahmad Bamba, a pris part Porto-Novo dans son périple pour aller de déportation pour aller au Gabon. Mais il s'est fait qu'à Porto-Novo, c'est là où Dieu, Allah, s'est révélé à lui. Du coup, chaque année, nous observons que les Sénégalais viennent à Porto-Novo pour faire un circuit. Bon, et c'est ça qui nous a motivés à dire, ben, écoutez, travaillons pour mettre en place. On est parti. On a fait la même chose pour le Gabon. On est en train de faire pour d'autres villes. Mais pourquoi ne pas aller en Europe de l'Est? Pourquoi? D'accord. Donc voilà, pour moi, ce n'est pas un problème. Je vous laisse gérer ça en famille. J'aurais bien voulu qu'ils contestent. Regardez tout ce que nous avons fait. On ne scie pas la branche sur laquelle on est assis. D'accord. Non, je pense qu'en famille, nous allons le régler. D'accord. Je vais vous amener maintenant au cœur de l'ANCB pour la deuxième partie de cette émission. Je sais que vous avez beaucoup de choses à nous dire. Hein. On reviendra là-dessus après la question des auditeurs. Et donc, c'est pour chercher à savoir. Vous êtes membre de l'ANCB. Tout à fait. Trésorier général de l'ANCB. Comment ça se passe là-bas? Le bilan, c'est bon? 3 ans déjà. Monsieur Naoum, 3 ans. Mais je voudrais saluer le leadership de notre président. Je ne lui jette pas des fleurs, mais il faut le côtoyer pour savoir quel genre de personne il est. C'est quelqu'un de très bien, c'est quelqu'un qui a le souci de la cohésion, qui a l'écoute et qui est efficace dans la discrétion. Je le dis ainsi parce que, vous savez, les fêtières des communes, les associations professionnelles des collectivités locales, ce n'est pas des structures faciles à gérer. Mais voilà un homme qui a su maintenir la cohésion en notre sein. Vous n'allez pas apprendre qu'il y a un problème. Mais dans le même temps, il y a beaucoup de choses qui se font. L'année dernière, 2022, on a fait une tournée pour assister toutes les communes touchées par l'inondation à travers des dons de vivres, à travers des moustiquaires et différents kits scolaires qu'on a offert à pratiquement 49 communes au niveau du Bénin. Vous n'êtes pas sans savoir qu'au nord du Bénin, nous avons des questions de sécurité qui se posent. Oui. Et à la veille de cette rentrée 2023-2024, on a également offert des vivres et des kits à toutes les communes frontalières du Niger. Dans le même temps, il faut reconnaître que grâce à son dynamisme et au partenariat qui existe entre l'ANCB et le consulat du Bénin à Naples, il y a beaucoup de communes qui ont bénéficié de construction de modules de classe, de forage et aussi de matériel roulant. Pourquoi je donne ce détail-là? Parce qu'aujourd'hui, il faut reconnaître que des opportunités de financement existent, mais toutes les communes n'ont pas les ressources humaines qualifiées pour les appels à projets, n'ont pas l'information pour les appels à projets, et l'ANCB se porte, en tout cas se positionne, se met au devant de la scène pour piloter tout ça. Sur ces appels, mais associe les communes qui sont dans le besoin, informe les communes et essaye de voir les communes qui vraiment sont dans le besoin par rapport à ces différents appels. Et c'est comme ça les communes sont bénéficiaires des différents projets tels que ce que je suis en train de vous dire. Si nous prenons par exemple la construction des écoles avec l'appui de notre consulat à Naples, vous avez les communes de Kopargo, de Djougou, de Kouandé et de Kobli qui ont bénéficié, par exemple, des modules de classe. Et dans le même temps, vous avez les communes de Fouyogwe, de Djougou, de Zanyanando, de Bembereke qui ont bénéficié également des forages, des forages aussi, mais sans oublier Komé. Actuellement, c'est en cours. Mais dans le même temps, il faut reconnaître que grâce au leadership de l'ANCB, qui a appuyé la commune de Kobé, a bénéficié d'un minibus auprès des partenaires italiens. Ce n'est pas fini. Oui.
il est à noter aussi qu'aujourd'hui, nous sommes dans un environnement d'insécurité caractérisé par l'extrémisme violent, surtout dans le Nord. Et aujourd'hui, la NCB a initié un projet que nous appelons un projet de campagne de sensibilisation des élus sur la coproduction de la sécurité. Et j'avoue que ceci se fait avec le comité en charge du contrôle des missions de sécurité de la présidence. Et pour la première, disons, la première phase, c'est tous les chefs quartiers et chefs villages du Bénin qui ont été sensibilisés sur la coproduction de la sécurité. Parce que l'efficacité des forces de l'ordre dépend de leur source d'information. Et l'information est détenue par chacun de nous. Parce que ce que nous voyons, les forces de l'ordre ne le voient pas. Ce que nous entendons, ce que nous savons. Donc, il faut partager l'information pour qu'eux, ils apprécient le risque d'insécurité et pouvoir anticiper. Mais au-delà de tout ceci, il y a des projets que la NCB est en train de piloter. La NCB fait pas mal de choses. C'est vrai, nous n'avons pas... en direction de la ville de Porto Novo, vous avez pu gagner quoi? Nous avons, il y a 2 projets que nous avons gagnés. On est au niveau de Duragie, je vais venir là-dessus. Oui. Mais nous sommes également au niveau du projet Globe, c'est le projet de bonne gouvernance locale. Et c'est un projet qui vise l'implication du genre dans la planification locale. Porto Novo en a bénéficié au même titre que Boycon, Zakpota, Mwenki, Agbayinzoum, Dogbo, Toviklen, Koyogbe, Lalo, Tukuntuna, Materi, Peonko, Niki, Perere, Bembereke, Kove. Donc, vous voyez que presque toutes les communes sont touchées. Nous avons aussi des projets par rapport aux ODD, mais nous avons particulièrement un projet sur la prévention de l'extrémisme violent à travers l'autonomisation des jeunes et des femmes. Parce qu'aujourd'hui, vous n'êtes pas sans savoir que le constat amer que nous faisons en matière d'extrémisme violent, c'est lié au fait que les jeunes sont désœuvrés. La misère pousse certains vraiment à tomber dans le piège de ces corrompus ou de ces corrupteurs pour vraiment aller dans l'extrémisme. Donc, sur ce, au niveau du projet Prevent, nous avons les communes de Malanville et de Segbana qui sont les précurseurs de ce projet, mais qui s'étend sur d'autres localités du Nord. Voilà. Donc maintenant, le dernier projet que la NCB porte qui a été lancé tout récemment, en mars dernier, c'est le projet Duragie. Le projet Duragie, c'est le projet qui vient en remplacement du projet Omi Delta. Donc, vous comprenez qu'il s'agit de la gestion intégrée des ressources en eau. Et ce projet concerne 16 communes de la vallée de l'Ouémé. Il y a Zayanando, Zobodome, Mouekri, Tofor, Bonou, Adjawere, Zé, Porto Novo, Adjoun, Agbomekalavi, Dangbo, Semekpodi, Soava, Agege. Et il y a 2 autres communes qui sont en attente d'être prises en compte. Voilà un peu ce que je peux dire par rapport à la NCB. Voilà. Alors, mais sans oublier, et c'est le lieu de le dire, que la NCB a porté plusieurs plaidoyers au niveau de l'équipe gouvernementale, à savoir les ministres d'État Biochane, les ministres d'État Wadaï et d'autres autorités, toujours pour le bien-être des acteurs, surtout après la réforme qu'a connu, disons, les communes depuis le début de notre mandature. Donc, c'est important de le signaler. Et je reviens d'ailleurs sur ces réformes-là de l'administration territoriale. Est-ce que vous n'êtes pas bousculé? Est-ce que vous n'êtes pas dépouillé? Parce qu'il y a certains maires qui n'ont pas peur de dire, bon, je vais le dire en fond, être maire avant et vivre ou dire quoi? Non, mais écoutez... c'est comme si vous êtes coincé un peu. Monsieur Naoum, on est sur le franc-parler. Oui, allez-y. C'est ça, hein. Je peux vous dire que c'est vrai. Aujourd'hui, on est dans une nouvelle réforme. Une réforme apporte toujours des perturbations. Donc, c'est normal qu'en voulant comparer, qu'on dise avant, c'est mieux que maintenant. Parce que la réforme, le bien qu'apporte la réforme met du temps à être perçu, à être compris. On ne voit que... Donc, maintenant, c'est dur comme caillou, c'est ça? Non, mais il faut reconnaître que la réforme a résolu certains problèmes, mais en a créé d'autres. Effectivement. Bon, je peux, pour résumer, sans aller dans le fond, pour résumer, je peux vous dire que la réforme
a résolu des problèmes de stabilité au niveau des conseils, des problèmes de gestion au niveau des conseils, mais n'a pas réglé les problèmes politiques comme cela se doit. C'est vrai, on nous a dit que désormais, on est plus orienté vers la politique. Oui. Bon, on espère qu'il y aura un ajustement de ce côté, parce que la réforme nous laisse des défis à relever du côté politique. Voilà, je résume tout en ces termes. Mais il y a beaucoup de maires qui sont traumatisés par les SE, c'est ça? Non, écoutez, c'est comme vous le dites au début, ça a entraîné un peu de perturbation. Mais si vous observez de près, vous constaterez que ces perturbations, soit c'est nos collègues, des collègues qui ne sont pas en phase avec le maire, qui dans l'ombre travaillent les secrétaires exécutifs et les opposent. D'accord. Mais moi, je voudrais encore une fois saisir votre micro pour dire, et ils le savent, aux collègues secrétaires, aux collaborateurs secrétaires exécutifs, qu'ils sont là pour accompagner les politiques dans leur vision. Nous déclinons les orientations. Ils sont appelés à leur mise en œuvre. Ils ne supplantent pas les autorités communales, puisque les textes sont clairs, nous restons les premières autorités politico-administratives, mais on doit travailler en tandem. Il faut une intelligence dans la collaboration pour qu'on atteigne les objectifs. Donc si quelqu'un est là, dit non. Moi, au début, ça avait voulu se passer avec moi aussi, mais j'avoue qu'aujourd'hui, les gens sont tout surpris. va bien, En réalité, chacun a son couloir. Mais quand est-ce qu'il y a un accident? C'est quand on marche sur l'autre. C'est quand tu sors de ton couloir. Ah bon. C'est ça. Si tu ne sors pas de ton couloir, il n'y aura pas de collusion. Il n'y aura pas de collusion. Donc aujourd'hui, il faut accepter son couloir. D'accord. Le couloir dans lequel on a mis les politiques que nous sommes, on est dedans. Mais dans ce couloir-là, il y a des obstacles. D'accord. C'est ces obstacles-là que nous invitons également les autorités au plus haut niveau à regarder avec l'œil. Mais pourquoi vous ne prenez pas votre destin en main? Non, mais nous travaillons sur ça. La NTB, on est efficace dans la discrétion, comme je vous l'ai dit. Mais on a fait beaucoup de choses. Vous avez peur d'affronter? Non, pas du tout. Loin de là. Vous savez, ce n'est pas dans l'affrontement qu'on obtient les meilleurs résultats. Alors, bien au contraire. Ce n'est pas dans l'affrontement. Ce n'est pas en montant au créneau, en criant. Donc, ce n'est pas comme ça. Mais pourquoi il y a la négociation? Pourquoi il y a des plaidoyers? Nous savons ce que nous avons obtenu. D'accord. Et nous avons l'assurance que les autres aspects que j'évoque et que vous avez compris seront également résolus, parce que c'est un début pour la réforme. C'est vrai qu'on va s'inspirer de ce qui n'a pas marché pour améliorer, mais c'est une très bonne réforme. C'est que quand on dit une bonne réforme, hormis les difficultés que nous rencontrons en tant que politique, mais c'est une réforme qui apporte du confort d'abord aux maires. Vous pensez que vous avez évoqué un cas tout à l'heure me concernant, et je vous ai dit non, on va se voir en famille. Vous pensez que si c'était avant, je vais parler de famille? Vous allez parler de quoi? Non, mais d'un champ de bataille. D'un champ de bataille. Ah oui, c'est ça. Je parlerai d'un champ de bataille. Mais là, je vous parle de famille. Parce que d'abord, les collègues même savent que le maire ne gère plus rien. Il ne gère plus le budget, il ne gère plus les marchés, il ne gère plus ci, il ne gère plus ça. Bon, maintenant, on peut se regarder en face et se parler. D'accord. Mais il y a les difficultés liées à la fonction que nous occupons. Cette difficulté-là, c'est ça, les aspects que nous allons... Parce que le politique, c'est lui qui définit tout, après tout, comment le pays sera géré. Si nous avons des militants, si nous avons des gens qui nous ont soutenus, mais en retour, on est incapable de les accompagner d'une manière ou d'une autre, c'est facile de les voir dans l'opposition demain. D'accord. Ah oui, mais personne ne veut perdre. Donc là où nous sommes aujourd'hui, il faut reconnaître que notre devoir aussi, c'est de plaider de manière à ce que vraiment les frustrations n'amènent pas nos militants à nous laisser. Parce qu'ils estiment que bon, le maire ne me fait plus ci, le maire ne me fait plus ça, et puis voilà. Le maire ne met plus la main à la poche. Mais écoutez, il faut reconnaître que nous allons travailler pour créer des conditions pour permettre à chacun de se retrouver. D'accord. Le social, on saura comment gérer. Et votre personnel à la mairie? Souriant?
Ou bien mine renfoyée. Vous savez, et depuis que le Oui. maire ne gère plus le personnel, depuis que le maire... Vous ne regardez plus leur visage. Depuis que le maire est dans son couloir, si quelque chose ne vient pas dans mon couloir, Oui. c'est que je ne vois pas. D'accord. Hein, ben donc, je considère qu'aujourd'hui, à la mairie de Porto-Novo, il n'y a pas de plainte, donc tout va bien. Ah, c'est comme ça. Ah oui. Donc, quand le personnel vous rencontre, on sourit, on dit, monsieur le maire, ça va, c'est fini. Les préoccupations du personnel dont nous avons eu connaissance ont été gérées et le personnel a eu satisfaction. Je voudrais profiter de cette question pour vous dire, vous savez, quand nous sommes arrivés, nous avions beaucoup d'impayés. Nous avons le personnel qui n'était pas payé à l'indice réel. Je peux vous assurer que aussi bien que ceux qui sont allés à la retraite, pour qui on restait devoir la CNSS des arriérés, on a soldé. Mais malheureusement, avec la CNSS, c'est un problème qui est d'ordre national et qu'il va falloir qu'on essaye de voir. Malheureusement, au niveau de la CNSS, ce n'est pas ça. Mais pour ce qui concerne le personnel, nous avons payé plus de 100 millions, un peu moins de 200 millions au titre de rappel, au titre de comment on appelle, de leur progression en grade, tout ça. Et aujourd'hui, ils sont payés à l'indice réel. Et donc, la seule chose qui les fâchait, le gouvernement a donné son OK, c'est maintenant la révalorisation de leur salaire au même titre que... Donc, il n'y a pas de problème majeur. D'accord. Le reste, peut-être que ça va venir. Gérable. Je ne sais pas si vous avez une information que j'ignore, peut-être. Non, je veux pas vous enquiquiner un peu plus. Je vais laisser la place aux auditeurs. Merci. Et maintenant, les auditeurs vont pouvoir poser des questions. Je rappelle les numéros. C'est bien entendu 40 11 17 18 ou le 50 52 52 73. Voilà pour pouvoir intervenir. Et si le premier intervenant est déjà là, on va le prendre. Bonjour. La fréquence municipale de Cotonou, bonjour. Sébastien Yonrossou. Exactement, je confirme. Nous vous écoutons. Merci beaucoup à la radio Cotonou d'avoir invité son excellence, le maire de la ville capitale du Bénin. Je précise, capitale du Bénin. Merci, M. Yonrossou. Vous dites? Merci beaucoup, M. Yonrossou. Ah non, soyez les bienvenus. Oui. Et vous êtes sur le franc-parler. Cette affaire de Bigaré, vous devez nous expliquer beaucoup de choses. Parce que votre porte est toujours fermée maintenant. Et vous n'êtes plus accessible. Et cette question a circulé beaucoup. Et nous n'avons pas la voix pour vous joindre. Pour demander plus d'explications. Il paraît que la mission a été précipitée. Et vous pensez même que sans visa, vous pouvez vous rendre à Bulgarie. Ce qui n'a pas été le cas, vous êtes bloqué à l'aéroport, vous avez forcé pour passer par la France. Cela n'a pas été le cas. Il paraît que votre billet ou bien les billets de ceux qui sont là-bas sont achetés 2 fois. Parlez-nous franchement, parce que votre porte est fermée. Qu'est-ce qui s'est passé réellement dans ce dossier? D'accord. Nous sommes là-bas actuellement et vous êtes ici. Qu'est-ce qui s'est réellement passé? D'accord, merci. Ma deuxième préoccupation. Allez-y rapidement. Oui, vous avez dit qu'il n'y a pas de problème entre vous, conseillers, alors que la section extraordinaire du conseil municipal de la ville de Porto-Novo, le 3 avril 2024, si je ne me trompe pas, a donné 21 voix favorables, donc 4 par procuration et 8 par abstention. Vous ne voyez pas qu'il y a un problème alors que vous êtes des formations du même camp, même père, même mère. Et pour finir, pourquoi la piscine municipale de Porto-Novo végète toujours dans l'insalubrité? Et quand les feux tricolores du plein air ne fonctionnent pas, d'accord. Et comment est-ce que vous faites des merci. De temps en temps dans la ville de Porto-Novo voir? Merci Sébastien Yonrossou. D'autres vont aussi intervenir. On a compris vos préoccupations. Auditeur, bonjour. Monsieur le journaliste, bonjour. Excellence, monsieur le maire, bonjour. Eugène Ewaignan. Nous vous écoutons, Eugène Ewaignan. Monsieur le maire, j'espère que avec vos 2 dernières phrases, les combattants de l'unité auraient compris les raisons pour lesquelles il est difficile de pouvoir avoir accès à votre bureau. Ça, c'est ce qu'ils disent dans certains milieux. On a fait le combat ensemble
et maintenant le maire a du mal à être accessible, il regrette. Bien, ce n'est plus de votre faute, c'est ce qu'il faut comprendre. Monsieur le maire, à votre entrée, avant l'arrivée des SE, vous avez décrié le fort peuplement des agents de la mairie. Et c'était dans votre projet de faire ce qu'on appelle une digression, diminuer cet effectif. Monsieur le maire, est-ce que ça a pu marcher? Je pense que non, puisque la SE est venue et tout devenait pour elle le relais. Est-ce que vous suivez le dossier ou bien il vous est difficile de pouvoir suivre le dossier? D'accord. Je finirai Allez-y rapidement. Je finirai en disant que la dernière fois, vous avez reçu Madame la présidente de la Cour... la Haute Cour de justice. La Haute Cour de justice. Monsieur le maire, visite de courtoisie, certes. Avez-vous eu le temps de lui balancer des dossiers éventuels de ce que vous soupçonnez ou soupçonnerez d'avoir les mains propres? D'accord. Bonne journée. Bonne journée à vous, Eugène Wayon. On va poursuivre avec un autre intervenant. Bonjour. Bonjour, Benjamin Honoré. Oui, Agathe Nouatil en Clonon. Oui, bonjour. Bonjour, le maire Salman Yapoji. Bonjour, madame. Bonjour. Comment vous allez? Ça va très bien. D'accord. Moi, j'ai deux félicitations. Je vais parler à propos de feux tricolores d'abord au niveau du plein air. Ça fait des mois, nous habitons dans les encablures de plein air. C'est difficile pour nous et puis on voit ce qui se passe par là. La marée de Pneu, on dit quoi? Maintenant, allons un peu vers l'hôpital Talfater, le carrefour. Vous savez qu'il y a deux carrefours là. Tout à fait, tout à fait. Il y a deux carrefours là. Les accidents sont fréquents là. Mais que faites-vous? Que pensez-vous de ça? Ma troisième préoccupation va à l'endroit de la maison des jeunes de Podoro. On était là, la fois passée, c'était en décembre, les jeunes voulaient faire une représentation de comédie, mais il n'y avait pas le ventilo ne marchait pas. On avait chaud dedans. Alors que le ventilo était en haut, on voyait, mais ce n'était pas mis en marche. D'accord. Donc, je vous salue quand même pour tout ce que vous faites de vous. D'accord. Merci beaucoup à vous. Merci à vous, Agathe Nouatil en Clonon. Un autre intervenant que nous recevons, bonjour. Bonjour, monsieur. C'est une affaire d'investigation de Cotonou. Merci. Monsieur Yakidje. Oui, oui. D'accord. Je remercie beaucoup votre invité, monsieur le maire. Merci. Ça me fait bien. Je dois dormir correctement parce que ce Cotonou, c'est son travail. Vous voyez, je ne veux même pas vous dire. Je voudrais vous conseiller de quoi, c'est quoi. Essayez de travailler aux policiers qui sont en train d'arrêter les motos parce que aujourd'hui, le seul moyen de béninois, c'est sa moto. Mais la police qui sont restés au feu rouge ne doit pas arrêter un véhicule, même si tu es en panne dans le feu, tu vas sortir dans le feu. La police routière seule qui a l'habilité d'arrêter les véhicules, n'importe comment. Il n'y a pas de police routière. Mon frère, sans vous mentir, ce qui s'est passé dans la ville de Cave jusqu'à pour l'arrêtation du moto, Oui. moi, c'est pas du tout bien, c'est pas bon. Ça sonne très mal. Le seul moyen aujourd'hui, il n'y a pas d'assise, il n'y a rien dans le pays. D'accord. Essayez de nous aider un peu, monsieur le maire, pour que Porte-Nouveau soit correct comme vous voulez. Je voudrais vous conseiller comme ça. D'accord. Merci beaucoup à vous, monsieur Yakidje, pour votre intervention. On va prendre encore quelques intervenants. Bonjour. Bonjour, monsieur Benjamin Honoré Naoum. El Hadj Ramanou Badamasi. Ramanou Badamasi. Nous vous écoutons. Bonjour, monsieur le maire. Bonjour, monsieur Badamassi. Voilà. Je voudrais vous demander, dans l'analyse des élections qui nous ont consacré maire
capitale, Porto Novo. On sait bien que votre parti n'était pas majoritaire dans la commune de Porto Novo. Je voudrais vous demander, après 4 ans d'exercice là, est-ce que les perspectives sont rassurantes pour vous pour espérer renverser la tendance pour les prochaines échéances? Deuxième question. Je vous ai suivi, vous avez énuméré toutes vos réalisations, et ça, je vous en félicite. Mais je me demande, est-ce que la population de Porto Novo sont aujourd'hui en mesure de discerner les réalisations du maire de celles du gouvernement? Parce qu'aujourd'hui, partout où on passe, on dit seulement que le gouvernement travaille. Au vu de quel bilan, comment voulez-vous convaincre la population pour votre bilan à la fin de votre mandat? D'accord. Et pour terminer, je voudrais vous demander, parce que vous êtes membre de l'ANCD, est-ce qu'au niveau de l'ANCD, est-ce qu'il y a une concertation en vue de désigner un président, un candidat pour les présidentielles de 2026, ou bien vous allez vous tenir seulement à ce que votre parti va désigner? Je vous remercie, c'était la grande demande. Merci beaucoup à vous. On prend un autre intervenant, bonjour. Bonjour, moi, mon nom c'est Nyansounou Innocent de Bikoto. Nyansounou Innocent. Oui, Vous avez votre radio allumée, je vous prie d'éteindre votre radio. D'accord. Oui, monsieur Naoum, bonjour. Bonjour. Monsieur Lebert, bonjour. Bonjour. Oui, mon nom c'est Nyansounou Innocent, une personne en situation de handicap. D'accord. J'avais appelé Radio BIP entre-temps par rapport à nous qui sommes en situation de handicap, parce que je suis handicapé moteur, pour la maison des jeunes de Campévi là. On n'a pas l'accès. Parce qu'on ne peut pas rentrer dedans. Et on m'a donné un nom. Un monsieur qui s'occupe de cette maison-là. Il m'a appelé, il a dit qu'il va passer de bois. Moi, je suis à Tivier, à côté de l'école de Loyer. Et il n'est pas là, je l'ai rappelé, il n'est pas là. Jusqu'aujourd'hui, s'il y a pluie, quelle activité? Parce que nous sommes tous de la bourgeoisie, bon, s'il y a un événement, si on est là, il y a pluie, donc je dois rester sous la pluie. Est-ce que nous qui sommes les gens en situation de handicap, on n'a pas droit à la terre des édifices publics? D'accord. Merci. On va prendre certainement le tout dernier ou encore deux. On va revenir au plateau. Bonjour. Allô? Bonjour. Bonjour, monsieur Honoré. Madame Ismaïnou. Oui, je suis Porto-Nouveau. Et nous écoutons. Bon, je suis très contente d'entendre la voix du maire de Porto-Nouveau sur votre antenne. D'accord. Merci. Bon, je voudrais parler à propos des castes, quoi. Je voudrais demander à notre maire, comme moi je suis de Porto-Nouveau, et lui aussi est le maire de Porto-Nouveau, je voudrais lui demander s'il pouvait envoyer les pages du maire de Cotonou, M. Luc Sekondi à propos, en offrant des castes aux gens, qui lui aussi peut prendre l'exemple du maire à propos, pour faire ça pour les Portoriens, ce serait bon. Je vois que si chaque maire fait de même, tout le monde aura des cartes. Merci beaucoup. Merci. Bon. Merci beaucoup à vous. Vous aurez la réponse tout à l'heure. Le tout dernier, on va le prendre. Bonjour. Monsieur Benjamin Naoum, bonjour. Valentin Ayonou. Merci, monsieur Yakoti, bonjour. Bonjour. Je vous appelle de Semepodi. D'accord. Bon, je vous colle un peu l'étiquette de la NCD avec ma préoccupation suivante. Et Semepodi étant une commune se trouvant entre deux communes phares, Cotonou et Porto Nouveau. À mon avis, Semepodi est devenue commune épave, commune qui salit l'image des deux autres communes parce que Semepodi refuse de se développer. Vous n'êtes pas excessif là? Pardon? Vous n'êtes pas excessif? Moi, je ne suis pas excessif, mon cher. D'accord, allez-y rapidement. Et le maire à côté peut m'accompagner, peut me soutenir. Ah bon. Mon cher maire, Oui. qu'est-ce que l'ANC est en train de faire pour dégager la commune de Sameco
de cette bordure-là, comme un peu comme Sameco dit, il n'a même pas d'eau potable, il n'a même pas de rue. Mon cher monsieur le maire, qu'est-ce que vous pensez là? Il se pense pour que la commune de Sameco soit développée. Je vous remercie. Merci beaucoup. On revient au plateau. Monsieur le maire, vous avez donc la parole. Vous avez noté toutes les questions. Vous pouvez aller-y directement sur les réponses. Merci beaucoup. Et monsieur Naoum, je voudrais d'abord dire à monsieur Nyokosu que je l'ai suivi. Je confirme qu'il n'y a aucun problème. Et ce n'est pas les voix de vote qui justifient. D'ailleurs, on a parlé d'abstention, on n'a pas dit contre. Donc, celui qui fait abstention est indifférent. Et cela dénote de ce que il a une préoccupation, il a un doute, mais il n'a pas eu de réponse. Et comme je le disais, j'étais à Natitengu, mais j'avoue qu'aujourd'hui, quand vous interrogez, la plupart de ceux-là, ils ne sont pas en phase avec leurs collègues. Je ne fais pas de langue de bois. Parce que, regardez, vous défendez une logique, vous dites... Et voilà, et je ne suis pas d'accord pour ce voyage, il n'y a rien là-bas, on parle d'agriculture, absolument rien, on n'a rien à foutre là-bas, on n'a pas, Porto-Novo n'est pas un village où on aura une terre, on n'a pas de terre agricole. Moi je dis c'est archi faux parce que d'abord, le même conseiller a voté pour le plan de développement municipal. Dans ce plan, nous avons des programmes et des projets qui sont orientés vers le développement de l'agriculture urbaine, l'employabilité des jeunes. Aujourd'hui, la ville a fait former 50 jeunes pour la première vague, et bientôt nous allons mettre à leur disposition des terres, nous allons les doter en équipement, parce que nous avons compris que beaucoup de nos jeunes finissent leur formation, et comme ce n'est pas des formations très qualifiées, après ils sont au chômage, il faut leur donner une autre alternative. Et aujourd'hui, Porto-Novo est entouré de zones humides. Donc nous avons des terres, on a besoin de l'expertise, donc tout partenariat qui peut nous aider dans ce sens. Et maintenant, que je sois parti, ou que je ne sois pas parti, vous savez, les erreurs imputables, disons, à la compétence des collaborateurs ne sont pas imputées aux élus. Et quand, par exemple, je suis élu, je suis maire, on a une délégation et que les collaborateurs en charge de faire les formalités, c'est-à-dire n'ont pas su qu'il faut pour le maire un visa parce que nous ne sommes pas en accord de coopération avec la Bulgarie. Ça, c'est pas la faute du maire. Et puis, les voyages, c'est aussi la CVO, la cellule de voyage officielle. Et moi, je dis, les responsabilités sont partagées. Si la CVO qui propose l'itinéraire, nous propose un itinéraire qui nous fait passer par un pays en escale où on n'a pas d'accord, il y a de problèmes. Donc, quand on dit on force, non, pas du tout. Moi, je suis resté ici. Je voudrais dire à M. Nyokosu, bien qu'étant ici, j'ai travaillé en vidéoconférence avec les gens. Tout s'est bien passé. Et donc, que ce soit 21 ou ça, je vous dis et je le confirme. D'ailleurs... En tout cas, les choses ne se passent plus comme avant. Un maire ne se lève plus pour voyager comme avant. Non. Et puis, moi, je voudrais rassurer les uns et les autres que le collègue qui a fait ça. Je donne un exemple. Vous faites un truc comme ça et vous dites par la suite, bon, moi-même, j'avais des projets. Ça veut dire que vous êtes dans une autre logique. Donc, il est le seul à savoir pourquoi il fait. Donc, on ne m'emmène pas sur cette piste-là. Mais ceci dit, piscine municipale. Je voudrais remercier monsieur Nyokosu pour avoir mis un point sur la piscine municipale. C'est vrai. Vous savez, aujourd'hui, nous avons un projet de construction. On a un projet de la construction de notre hôtel de ville, grâce à l'appui du gouvernement. Et je remercie encore une fois le président pour ça. Et aujourd'hui, les services de la mairie sont éparpillés entre la mairie de Porto-Novo, un bâtiment qu'on a loué et la piscine municipale. Et aujourd'hui, le bâtiment central de la piscine sert pratiquement au service donc service municipal, et nous avons une piscine. Notre objectif, c'est de sortir de là, de rénover tout et d'en faire un complexe. On en a parlé en conseil, mais malheureusement aujourd'hui on ne peut pas laisser les gens venir nager dans cette piscine alors que c'est une administration qui est là. Donc, pendant que les gens sont nus à nager, d'autres viennent... un beau spectacle. Quelque part, ça accroche. Mais toutefois... Qui va déconcentrer les gens. Nous sommes en train de réfléchir, même en conseil, on a proposé séparer
pour libérer et mettre en location l'autre partie. Donc, c'est un sujet qui est en pleine réflexion en notre sein et qui a beaucoup évolué. On va évoluer. Les feux, je voudrais de façon ramassée, pour ce qui concerne les feux tricolores, dire que les différents feux dont on a parlé sont sur la route nationale inter-État. Et cette route nationale inter-État, il n'y a pas encore eu la réception définitive. Donc, le prestataire qui a fourni les feux, plusieurs fois on l'a relancé. Donc, comme les feux sont tombés en panne, c'est à lui de les réparer. Oui. Ce n'est pas encore dans les mains de la mairie. Donc, on ne saurait engager. Et nous, pour aller loin, je voudrais dire que nous avons fait quelque chose d'inédit. Tout récemment, on a procédé à la réception. C'est une première expérience. C'est les feux tricolores mobiles. Pour ceux qui sont habitués à Porto-Novo, le long des rails, on a mis en place, surtout à cause des problèmes d'accident, et ce projet de feu tricolore mobile qui peut être déplacé sur ce axe. Il est prévu des feux tricolores, mais jusqu'à l'heure où nous parlons, ce n'est pas mis en place. Mais nous constatons chaque fois des cas d'accident. On ne peut pas voir chaque fois mourir nos concitoyens. On a dû penser à ce projet. C'est une première, vous ne le verrez nulle part au Bénin, mais qui permet aujourd'hui quand même de réguler la circulation. Bon, donc, au niveau de El Fateh, c'est vrai, nous en avons posé. On nous a dit que les études techniques ne permettent pas de mettre de feu tricolore là. Nous, notre objectif, c'est de voir après, est-ce qu'il y a une possibilité de mettre un feu mobile. Mais nous allons continuer le plaidoyer. Parce que, effectivement, quand vous arrivez au niveau de El Fateh, il y a un carrefour qui est là, qui est dangereux. Nous l'avons martelé. Malheureusement, nous sommes limités aussi. Bientôt, vous aurez votre police municipale. Peut-être vous allez utiliser ça va nous permettre de régler tout ça. Bon, et je voudrais dire... Eugène Wayon parlait d'un accès difficile à votre bureau. Oh non, écoutez... Pourquoi vous fermez votre bureau? Je n'ai jamais fermé mes bureaux, mais il faut reconnaître que... Et c'est vrai, il y a beaucoup qui souhaitent voir le maire. On a d'autres choses à faire. Quand vous n'êtes pas disponible... Donc, si moi-même je viens, je ne vous verrai pas. Mais les gens nous voient. Bon. On en reçoit. C'est pas qu'on n'en reçoit pas. Si je prends M. Nyoros aussi, je prends M. Eugène Wagnon, ils ne me diront pas que ces derniers temps, ils m'ont appelé ou qu'ils ont cherché à me voir. Bon, c'est des amis, donc on se comprend. Et pour ce qui concerne les agents, je pense qu'aujourd'hui, c'est bon, il n'y a aucun problème, ça va. Et il y a des départs à la retraite, il n'y a pas de recrutement, c'est normal que ça se régularise. Et bon, la haute cour, on ne saurait glisser de dossier à la haute cour, puisqu'il y a une procédure qui encadre cela. Voilà. Et Maison de jeunes de Porto-Novo. Pour la maison des jeunes, je voudrais remercier Mme Agathe pour ce point qu'elle a évoqué. Et c'est vrai qu'il y a des ventilos, mais je voudrais dire que nous sommes dans un projet de rénovation complète de la maison des jeunes de Porto-Novo, parce qu'aujourd'hui, c'est le seul cadre qui nous reste et qui nous permet d'abriter de grandes activités. Et c'est vrai que les ventilos sont là. Je n'ai pas compris pourquoi on ne leur a pas permis d'utiliser. Certainement, on va chercher à se renseigner. Mais toutefois, je voudrais la rassurer, dire que dans ce processus de rénovation, on va forcément tenir compte des handicapés moteurs. Vous savez, c'est un bâtiment qui avait été construit, qui n'a pas tenu compte de ça. Mais nous pouvons déjà réfléchir pour voir quelles corrections apporter en urgence pour permettre aux handicapés moteurs d'avoir accès, d'avoir une rampe pour quand même accéder à la salle. Ça, vous répondez ainsi à la préoccupation de Yonsonou Innocent, hein, c'est ça? Tout à fait. À Diagon Prévi. Pour ce qui concerne la répression qu'on observe au niveau de... Oui, M. Adiakidje en a parlé. De nos artères évoquées par M. Adiakidje. Je crois que la police... la police républicaine... Il faut leur rendre visite par moment. C'est des hommes qui sont là-bas. C'est des frères. Mais quand le zèle est amer, c'est pas bon. Vous êtes d'accord, non? Chacun de nous a un parent qui se trouve dans la police. C'est sûr qu'on saura leur parler. C'est pas qu'ils ne sont pas conscients. Moi, j'avoue que... certains sont très nerveux. Il y en a qui font preuve de zèle. Ça, c'est vrai. Mais il y en a qui font leur travail de façon professionnelle. Ce que moi, on aurait souhaité, c'est un peu plus de temps, peut-être pour sensibiliser avant la répression. Mais la répression n'a pas fait que du mal, ça a fait beaucoup de bien. On doit reconnaître qu'au moins les cas d'accident ont diminué. Le Béninois est têtu par nature. Et plus est encore
au sud d'ici. Mais je crois qu'aujourd'hui, la police aussi n'est pas sourde à tout ce qui se dit. Quant à ce qui concerne M. Ramanou qui me disait, bon, effectivement, on n'était pas majoritaire aujourd'hui, je voudrais le rassurer, lui dire que l'UPR est le parti majoritaire. Parce qu'aujourd'hui, on est un ensemble, on est un tout, et nos actions sont également, disons, des éléments encourageants pour donner plus de chance à notre parti à l'avenir. Bon, maintenant, discernement, est-ce que la population peut discerner les actions de la mairie de celles du gouvernement? Et il nous revient dans les redditions de comptes d'insister là-dessus, comme je viens de le faire. Pour faire la part des choses. Je dis ceci, c'est la mairie, ceci, c'est le gouvernement. Les actions du gouvernement sont plus visibles avec beaucoup de tapage. Hein? On les connaît, bon, mais... cela ne veut pas dire que pour nous aussi, c'est pas visible. C'est bien visible, mais c'est à nous de communiquer, de trouver la formule de reddition de compte qui nous permet de mieux porter à la connaissance de nos mandants tout ce que nous avons pu faire. D'accord. Alors, Madame Ismaïnou qui demande des casques. Non, monsieur Badamassi a demandé une chose. Il a dit, mais est-ce que la NCB a fait une concertation pour dégager un candidat ou... C'est la désignation de notre parti. Vous voyez que c'est une question très délicate. La NCB ne saurait désigner un candidat. Voilà. Parce que la NCB est composée ou constituée de maires provenant de différents partis. D'accord. Hein? Donc, chacun de nous s'aligne sur les orientations ou s'alignera sur les orientations de son parti. C'est ce que je peux lui dire. Vous êtes candidat à la candidature? Oh non, ce qui est sûr... Vous savez, c'est pas qu'on n'a pas l'âge. Vous voulez vous concentrer pour l'instant sur la ville de Porto-Novo. Vous savez, on m'a donné la mairie, que je gère bien la mairie, et puis on verra. Le reste viendra. C'est Dieu qui détient tout. D'accord. Voilà. Donc, pour Madame Ismaïnou, nous avons pris bonne note. C'est une très bonne proposition. C'est vrai que, on dit souvent, les moutons se promènent ensemble, n'ont pas le même prix. C'est pas le même prix. Vous comprenez déjà ce que je veux dire par là. D'accord. Voilà, Monsieur Valentin Ayonou a demandé par rapport à Semek-Podji, tout ça. C'est vrai, et je voudrais remercier le collègue pour ce souci qu'il a pour le développement de la commune de Semek-Podji. Et je dois vous faire une petite confidence. Souvent, quand je vois le maire de Semek-Podji, je lui dis que Semek-Podji, c'est le titre foncier de Porto-Novo. Donc, pour le taquiner, et puis on se chamaille. J'avoue que ce n'est pas des efforts qui ne se font pas. Il y a des efforts parce que la commune doit avoir un plan de développement communal, un PDC. Mais toutefois, par rapport à l'absence d'eau, par rapport aux voies, et nous, au niveau de la NCB, parce que il s'est adressé aussi à ma personne en qualité de responsable de la NCB, nous avons pris bonne note et nous allons continuer à travailler avec nos collègues pour une meilleure satisfaction des besoins de nos mandants. Voilà ce que je peux dire. Je vais aller rapidement sur quelques messages reçus sur WhatsApp. Il y a un intervenant qui demande pourquoi Porto-Novo n'a pas toujours sa radio municipale. Non, mais Porto-Novo... Abbé Huedanou, c'est son nom. Merci beaucoup. Vous savez, je félicite beaucoup Cotonou. Mais vous savez, avoir une radio, c'est beaucoup de charges. Nous avons pris notre option. Notre option, c'est de mettre en place des conventions avec les radios locales, d'avoir suffisamment d'espace pour échanger, pour communiquer avec la population, faire des émissions interactives et avoir des plages horaires parce que pour nous n'avons pas aujourd'hui les ressources nécessaires pour mettre en place une radio. Mais toutefois, c'est une initiative dont on rêve. Avec le temps, certainement que ça viendra. D'accord. Un autre, Gildas Tchiakpe, il dit ma première question, êtes-vous fier dans votre conseil municipal qui comporte seulement et uniquement la même tendance politique? Je crois quand même que vous avez réagi par rapport à ça. C'est pas la même famille politique. C'est pas la même famille. J'ai déjà dit que on est de la mouvance présidentielle, mais c'est pas la même famille politique. Et puis ce qui est sûr, il y a le temps nous dira le reste. Il dit, mais comment sauriez-vous que tout est parfait dans un environnement pareil? Non, mais vous savez, tout n'a jamais été parfait dans la vie. D'accord. Donc, nous-mêmes, on nous saurait dire que tout est parfait. C'est parce que tout n'est pas parfait qu'il nous pose la question. Mais ce qui n'est pas parfait, il faut qu'on nous aide à mettre le doigt sur ça. D'accord. Voilà.
Merci à Radio Cotonou pour ce qu'elle fait au quotidien pour le pays. J'ai une question pour le maire. Monsieur le maire, quelle réalisation ou initiative de votre mandat à la mairie de Porto Novo êtes-vous plus fier? Oui, on est fier de révéler notre culture, notre potentialité culturelle. Comme je vous l'ai dit, ça fait près d'1 milliard de francs que nous avons pu décrocher au cours de notre mandature dans le cadre de la rénovation de nos places et placettes. Et c'est important. D'accord. Et quels sont les principaux défis que vous avez dû surmonter pour ça? C'est le professeur Hubert Théodore Ahimakin qui a envoyé le message. Vous savez, ça n'a pas été facile. Je disais tantôt que pour révéler notre potentialité culturelle, j'avoue, en prenant l'exemple du festival, quand nous on était arrivés, la plupart des élus n'étaient plus favorables pour poursuivre, parce qu'il y avait beaucoup de récriminations quant à la gestion, quant à la manière dont ça se passait. On a dû procéder à une évaluation de tout ce qui était festival antérieur. On a dû associer les personnes ressources nécessaires pour montrer la pertinence de cette initiative. Et ça n'a pas été facile, mais ça a payé. Les gens sont désormais convaincus et c'est ça qui a permis de poursuivre pour que cela soit institutionnalisé par l'État, par le gouvernement. Donc aujourd'hui, vous allez voir le 2, le 3 et le 4 août prochain, ce serait un événement aussi géant comme Awida. Donc c'est déjà un pas en avant. Et j'avoue que ça n'a pas été ainsi sans des difficultés que je viens d'évoquer. Les difficultés sont au quotidien. On les rencontre au quotidien, mais c'est de par notre capacité de transcendance que nous essayons de les gérer et d'apporter les solutions à tout ce qui se présente à nous. Il s'appelle Charlemagne comme vous, Saroyon de Kokokodji. Il dit: j'aimerais savoir les stratégies que monsieur le maire mène pour lutter contre la corruption au sein de la commune de Porto Novo. Oui, ben est-ce que aujourd'hui, comme je l'ai dit, je remercie mon homo et je voudrais lui dire que lutte contre la corruption, le maire, le conseil municipal, le conseil de supervision, nous avons désormais notre couloir. Notre couloir est complètement isolé de la corruption, des marges ou des possibilités. Maintenant, en ce qui concerne l'administration, lorsque nous avons des cas, on essaye de chercher à comprendre et prendre les mesures éventuelles. Souvent, nous discutons avec la SE, puisque chez moi, c'est une femme. Voilà. Mais sinon, je pense que les plaintes ne sont pas aussi récurrentes. Peut-être qu'il va falloir réfléchir sur un mécanisme de gestion des plaintes. Cela nous permettra d'avoir davantage d'informations sur des faits du genre. Alors, quelles sont vos ambitions aujourd'hui pour les 2 années qui vous attendent là pour boucler votre mandature, première mandature? Merci. Je peux vous dire que notre ambition majeure, c'est de voir le démarrage de notre hôtel de ville, de la construction de notre hôtel de ville. Voilà un projet que nous avons porté, piloté. Nous avons porté ça jusqu'au niveau de la plus haute autorité de notre pays. Et nous avons eu l'appui du président de la République à hauteur de 3 milliards sur pratiquement 2 milliards qu'on avait. À l'heure actuelle, le site est dégagé et le processus est lancé. Je crois que l'entreprise devant procéder à la construction sera connue dans les tout prochains jours. Ça, c'est le défi majeur que nous avons. Associé à ceci, nous avons le défi de renforcer notre potentialité culturelle. Et à ce niveau et touristique, je peux vous dire qu'au niveau de la mairie de Porto Novo, nous sommes en train de travailler pour dégager la berge Est. Et aujourd'hui, nous avons réservé des ressources. Et prochainement, nous allons encore délibérer et en renforcer. On a déjà plus de 100 millions à disposition et nous envisageons renforcer cela pour procéder à l'expropriation le long de la berge Est, ce qui nous donne déjà près de 150 hectares. On a déjà fait ce travail parce que quand vous allez dans beaucoup de pays, c'est le long des berges qu'on a des activités disons ludiques, des activités de plaisance, touristiques. Mais malheureusement, chez nous, nos berges sont prises d'assaut, nos berges ne sont pas valorisées. Et aujourd'hui, avec la construction de la promenade, nous avons jugé bon de libérer toute la berge dans les limites de ce qui rentre dans les 100 pas du roi,
Le PDUD a déjà déclaré une bonne partie de cette zone inconstructible. Mais pour ce qui n'est pas dans les 100 pas du roi, il faut dédommager les gens, il faut récupérer ces domaines. Et maintenant, nous sommes en train de penser à un complexe touristique qu'on doit mettre là. D'abord un complexe sportif, des équipements touristiques, une plage lagunaire, parce que Porto-Novo, ne disposant pas de la mer, a au moins la lagune. Et on peut avoir une plage lagunaire. Donc, c'est un projet que nous avons et sur lequel nous sommes en train de travailler. Ce n'est pas évident que nous l'achevions, mais il faut initier ça pour que ceux qui vont venir après nous... C'est quoi? Vous êtes fatigué? Je ne suis pas fatigué, vous savez, le pouvoir, c'est Dieu qui donne. D'accord. Eh bien, je ne saurais rester ici et dire, bon, on continue. Non, ça, ce serait de l'orgueil. Oui. Mais c'est Dieu qui donne le pouvoir. Donc, je préfère raisonner dans la logique de ce que, quand nous, on va faire jusqu'où nous, on fera, ceux qui vont prendre le relais, bon, ils vont continuer. Mais si le relais n'est pas pris, c'est qu'on continue. Mais écoutez, pour le moment, on parle du présent. D'accord. Quel est le message poignant que vous avez pour vos concitoyens? Je voudrais... Adjatia Onibadje, c'est ça? Non, mais... C'est pas ça? Laïlaï. Oui, pas de nouveau, c'est ça notre particularité. Je voudrais remercier tout particulièrement les forces vives de la ville de Porto-Novo, les autorités religieuses, les têtes couronnées, et les organisations de la société civile, tous ceux-là qui ne cessent de nous appuyer, de nous accompagner à chaque instant dans l'exercice de notre charge. Et remercier les concitoyennes et concitoyens pour leur, acceptation, pour le soutien également qu'ils ne cessent de nous apporter de diverses manières, parce que aujourd'hui, il faut reconnaître que Porto-Novo, nous avons cette particularité, c'est une ville un peu délicate. Elle ne gère pas Porto-Novo, on ne vient pas à Porto-Novo pour dire on veut gérer. Qui veut? Mais c'est Dieu qui donne. Et ceci, c'est grâce au soutien des uns et des autres. Et je voudrais reconnaître vraiment, avec humilité, que je n'ai pas manqué de ce soutien. Je n'ai pas manqué de ce soutien, de quelque nature que ce soit. Et je voudrais leur dire de continuer à compter sur nous. Et nous les rassurons et nous leur garantissons que les lendemains seront encore meilleurs. Les 2 ans ou les quelques mois qui nous restent, ils verront encore la suite de tout ce qu'on a commencé et ceci pourra consolider davantage nos acquis. Et je voudrais, pour finir, remercier l'équipe municipale et encourager l'ASE pour le travail qu'elle fait, encourager et remercier les collègues pour leur soutien permanent. Les clivages, c'est des choses qui arrivent. Et le plus important, c'est de ne pas perdre l'objectif. Et donc, qu'on dise, si c'est seulement pour une session, on voit qu'il y a abstention, combien de sessions on a fait depuis 4 ans? Donc, on est à féliciter. D'accord. Voilà. Merci beaucoup à vous, Monsieur Charlemagne Ignampoti. Vous êtes le maire de la ville de Porto-Novo, je l'avais précisé également, vous êtes le trésorier général de l'Association nationale des communes du Bénin. Vous étiez donc sur ce plateau pour nous parler, bien entendu, de votre gestion à la tête de la municipalité de Porto-Novo. Merci pour tout ce que vous avez pu partager avec nous. Était à la mise en onde de cette émission, Gisner Bangba, à la prise de vue, Job Chikpei, à la présentation, Benjamin Honoré Naoum. Merci à vous aussi, auditrices et auditeurs, pour votre participation à cette émission. Bonne suite d'émission dominicale à vous sur Radio Cotonou. Franc-parler